Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfix.fr, bienvenue au Wall Street Insider, l'ouverture de la session US. Nous sommes le lundi 22 août et il est 15h18. Alors, ce que je vais vous proposer tout de suite, dans l'immédiat, c'est un point de marché court. Voici les points que nous allons aborder. On va parler d'abord du dollar US. Alors, je réagis tout de suite là à un commentaire de Pado. Par exemple, l'USD n'est pas très fort aujourd'hui. Il garde cependant la main, il est en hausse, alors certes légère, en retrait par rapport à ses plus hauts, mais l'indice US Dollar Index est toujours dans le vert. Après, forcément, c'est pas très volatile, c'est pas très impulsif, mais à l'image aujourd'hui de tous les actifs financiers. Je regarde le volume du CAC, des actions du CAC 40, pour ce qui est du volume négocié sur les 40 valeurs du CAC uniquement chez Euronext. On est à peine au-dessus d'un milliard, je ne sais pas pourquoi, c'est pas un jour férié, c'est un volume digne d'un 15 août ou d'une fin d'année, bref, ça ne traite pas. J'en parlerai de ces indices boursiers européens, donc voici le plan, on va direct. Donc je vous propose le plan et on attaque, et en dernière partie je réponds à vos questions. Au passage, je vous laisse avec l'avertissement sur les risques liés au trading, lisez-le pendant que j'annonce le plan. On se pose d'abord la question du dollar US, où est-il? Peut-il vraiment accélérer à la hausse? Je vais tenter de répondre à cette question. Deuxième partie, les indices US, l'US 30, le SPX 500, le Dow donc, et l'indice S&P 500, des marchés actions qui sont flat depuis quelques séances, qui malgré tout tiennent les premiers supports. C'est jamais évident de parler de divergence ou de biseau sur les indices US. Ils ont tendance, dès qu'on voit ça, en fait, à sortir par le haut. Si on évoque une divergence baissière par exemple. Bon, malgré tout, on sent qu'il y a de l'attentisme. Ce qui explique probablement ce manque de volume, ce manque de dynamique, c'est l'incertitude sur tout un tas de sujets. L'OPEP, le marché n'y voit pas clair. Où va l'OPEP? Qu'est-ce que vont faire les pays exportateurs de pétrole rassemblés dans l'OPEP, les gros producteurs de pétrole? Des quotas, oui et non, ça fait des mois que le marché ne sait pas, que l'OPEP elle-même ne sait pas. C'est peu limpide, d'où la volatilité sur le prix du pétrole qui est quand même reparti à la hausse, mais là ça ne transforme pas, ça a du mal en ce début de semaine. La Fed, le marché ne comprend plus rien. Parmi les membres votants du FOMC, c'est un jour blanc, un jour noir. Alors chacun a son point de vue, généralement c'est stable, mais il y a une forte contradiction entre les membres du FOMC. Et là pour l'instant le marché se pose la question de savoir comment interpréter hier les déclarations de Stanley Fischer, le vice-président de la Fed, qui lui rappelle qu'en 2016 la Fed peut toujours monter ses taux, d'où la hausse du dollar US en session asiatique, mais ça temporise depuis parce que voilà, le marché commence à se poser la question de la crédibilité des prises de parole des membres de la Fed. Et puis en Europe, on a eu un superbe mois de juillet sur les indices boursiers, on a pris presque pas loin de 20% depuis les plus bas post-Brexit, donc c'est énorme. Depuis, on retrace, mais dans des proportions hyper faibles. Alors, le DAX vient de 9000 et s'est approché des 10 700, 10 800. Là, il est toujours autour des 10 400, 10 500, donc c'est vraiment pas grand-chose. Moi, je regardais les performances des composantes de l'Eurostoxx 50 depuis une semaine. C'est sans appel, ce qui malmène les marchés actions européens, comme d'habitude, les banques. Je vous donne les plus fortes baisses des actions de l'Eurostoxx 50 depuis une semaine. Generali, Unicredit, Intesa. Voilà. Alors la thématique des banques italiennes, c'est toujours la même chose. Une semaine, on a les résultats des tests de résistance de la Banque Centrale Européenne, le marché est rassuré, puis la semaine d'après on reparle du bilan des banques italiennes, puis vous allez voir peut-être la semaine prochaine on dira que ça va mieux. Donc voilà, par rapport à ce ballottage, on va dire, ce manque de... ça, la cacophonie fondamentale sur tout un tas de secteurs, le marché peine à y voir plus clair. Après, au-delà de ça, on peut aussi se dire qu'on a pris 20% depuis la fin du mois de juin, et qu'on prend le temps de consolider. Ce qui me surprend quand même, c'est le manque de volume, malgré le retour en tout cas la fin de la période estivale pour la plupart des professionnels de marché, des institutionnels. Bon, bah ça revient pas. Donc c'est aussi ça qui rend difficile la création de vraies dynamiques de marché. Allez, on commence. Donc première partie, le dollar US, ensuite les indices US, troisième partie le pétrole, ensuite on parle des indices européens et ensuite vos questions. Dans ces quatre parties, les actifs que j'ai pas évoqués, ça dépendra de si vous me posez des questions ou pas. Je vais devoir accélérer parce que je ne pourrai pas tenir très longtemps ce point de marché. Allez, le dollar US, on commence par l'USD-CHF. Vous avez donc un beau rebond, l'USD-CHF, ça me permet d'avoir une vision assez claire du dollar US parce que le franc, de manière générale, c'est une devise qui est faible. Regardez les taux de la Banque nationale suisse, vous allez comprendre pourquoi. Bon, à peu de choses près, on est dans la dynamique qui a démarré le 19 août.
Mais admettons qu'on est quand même en retrait par rapport au sommet atteint lors de la session asiatique. Mais en même temps, voilà, on ne donne pas de signal disant que, en tout cas sur le plan technique, que le dollar US a fini de monter. Donc ça peut toujours redémarrer. Vous l'avez ici, US dollar index de FXCM. Bon, on est clairement en retrait par rapport au plus haut de la session asiatique, sans pour autant dire invalider la séance de reprise du 19 août. Regardez d'ailleurs si je zoome, vous prenez le chandelier journalier du 19 août et le chandelier journalier du 22, il n'est pas terminé celui-là, donc on ne peut pas l'interpréter. Mais imaginons, si là il était terminé, on se projette, il est 22 heures ce soir, et j'ai ce chandelier-là, l'un annule l'autre. Aucun message tendanciel. Donc c'est franchement hyper compliqué. D'autres taux de change en dollars. L'euro-dollar. Alors, je vais me mettre en données journalières. L'euro-dollar, vous l'avez ici. Euh, Ce que je vous ai montré ce matin, c'est qu'il avait atteint tout un tas de lignes chartistes pouvant amener une consolidation. Ce qui se passe depuis les 1,1350. Il y a deux supports journaliers. 1,1250, 1,1270. Ok. Moi, mon opinion ce matin, c'était de dire que le marché pouvait glisser petit à petit en direction des 1,1250. Premier support 1,1270, le marché paye. Mais est-ce que le marché paye vraiment par conviction? Je pense que c'est surtout là le dollar US qui dans un premier temps était payé en session asiatique, qui retombe un peu. Maintenant ce qui compte c'est comment les banques aux États-Unis, les gérants US vont se positionner sur le dollar. Les banques asiatiques l'ont acheté parce qu'elles avaient en tête les déclarations de Fisher. En Europe ça n'a pas suivi. Maintenant on va voir ce que vont faire les US. D'un point de vue technique, l'euro-dollar a entamé un processus de conso depuis l'1,1350. Rien ne dit qu'il est terminé ce processus de conso. Il y a toujours un écart assez fort à certaines moyennes mobiles. Si vous vous mettez en H4, je dois admettre que le RSI H4 s'est bien repris sur 50. Voilà, on a un momentum ici qui illustre la hausse. Ça tente de repartir, mais voilà, trois chandeliers H4 de cette dimension-là, c'est... Techniquement parlant, je suis au milieu de nulle part. Je suis vraiment au milieu de nulle part, donc je suis vraiment pas du tout. Je pense pas que l'euro-dollar ait terminé sa conso. Revenir avant, faire un passage sur les 1,1250, ça me paraît toujours possible. Ici sur le taux de change euro-dollar. Donc voilà, j'ai pas changé d'opinion par rapport à ce matin. Je pense qu'on peut avoir quelques chandeliers comme ça, de glissade ou une dérive latérale. Enfin, je suis pas du tout à l'aise là avec ce que nous propose l'euro-dollar. Mais si je prends un peu de recul, du daily, on a tapé un haut de canal haussier. On a enchaîné les hausses depuis le 5 août, on vient de 1,10, on a tapé 1,1350. Le marché a peut-être glissauté un peu. Dans cette zone-là, je serais éventuellement en faveur d'un rebond sur un 12,50, mais on ne les a pas fait les 1,12,50. Un 12,70, est-ce que c'était vraiment le bon support pour payer? J'en suis vraiment pas convaincu, même pas du tout en fait. Donc pour l'instant, j'en suis toujours au même point que ce matin. Bon, l'USD Yen, rebond sur 100 yens. On ne peut pas non plus dire que ce soit un vrai fort rebond. La difficulté c'est quoi? C'est qu'à 100,30 yens, difficile d'acheter par rapport au plus bas, 92,50, 100. Pas shorter non plus les 100 yens. Bon, je pense que la zone tiendra. Les 100 yens, je vois pas pourquoi le taux basculerait durablement sous ces 100 yens. Après, il y a peut-être un boulevard au niveau monétaire parce qu'on n'attend rien de la BOJ avant le mois de septembre. Mais la nuit prochaine, il y a un discours officiel du patron de la BOJ. Bon, c'est pas une décision en matière de taux, ni en matière de tous les programmes que mène la BOJ, mais c'est une déclaration. Bon, cette déclaration interviendra après quand même 700 pips d'appréciation de la devise japonaise depuis la mi-juillet. On verra bien ce que va chercher à faire le gouverneur de la BOJ. Ils utilisent beaucoup les mots. C'est une des banques centrales qui utilise beaucoup les mots pour agir sur la devise. Voilà, en tout cas, au-dessus des 100 yens, à proximité des 100 yens, ça me paraît hyper risqué de shorter. D'envisager, en tout cas d'envisager la cassure du support. C'est un seuil important en dessous duquel, regardez les dernières réactions depuis la fin du mois de juin, on peut envisager qu'il y ait derrière une intervention de la Banque centrale pour éviter que le taux de change bascule en dessous. Donc 100 yens, c'est toujours un bon niveau. Toujours un bon niveau pour gérer son risque dans le cadre d'une stratégie d'achat. Alors, parmi les constantes, là où j'ai pas de doute et où je pense que le marché y voit clair, ça reste la livre sterling, toujours baissière. L'euro GBP, c'est propre, ça reste une de mes convictions fortes pour aller chercher 0,88 lors des prochaines semaines. Alors ça, c'est ce que j'avais proposé avant de partir vers le 11 août. On a fait 87,20, ça peut relancer, premier support.
85-80 MM20. Le marché temporise un peu, laisser le RSI D1 se dégonfler, revenir sur 50-55. La MM20 remonter, je pense que derrière ça repartira. Là, il y a du directionnel. Il y a du directionnel sur le GBP. Enfin, pas sur toutes les paires en GBP. Mais il y en a toujours sur l'euro GBP, par exemple. Mais pas seulement. Euh, il n'y en a pas seulement sur l'euro GBP. Il y en a sur le GBP AUD, sur le GBP NZD, sur le GBP USD. Quoique lui temporise aussi légèrement, mais ça m'inquiète pas outre mesure. Lorsque vous regardez par exemple le GBP USD en weekly charts, regardez l'écart au principal moyenne mobile. Il est gigantesque cet écart. Et la seule façon de laisser les indicateurs de tendance revenir au contact des prix, c'est souvent des ranges. Et là, le marché s'est mis en range. Il n'y a pas de dynamique propre ici sur le GBP USD. En tout cas, d'un point de vue de sa construction technique, de toutes les paires en GBP, celui sur lequel j'ai une vision technique claire, c'est l'euro GBP. Le reste, pour moi, c'est pas limpide. Et quand c'est pas limpide, je préfère passer à autre chose pour éviter d'augmenter le risque, tout simplement, d'avoir des stratégies qui seraient trop risquées parce que trop incertaines sur le plan de l'analyse technique. Alors, j'avais dit que je parlerais d'abord du dollar US, que j'ai tenté de faire notamment à travers l'eurodoll et toutes ces paires en dollars. Bon, il y a deux taux de change en dollars qu'il faut éviter de vendre, vu leur dynamique et leur force face au dollar US. C'est le NZD USD et l'AUD USD, mais surtout le NZD USD. On a un canal haussier, il a bien tenu ce matin. Voilà, je vous l'avais brièvement montré dans le Good Morning Euro Dollar. Il a tenu ce NZD USD. Bas de canal haussier, journalier, MM20 jours. On remonte en direction des 0,7324 $. C'est la résistance, c'est les récents sommets, en tout cas ceux du 12 juillet. Un vrai signal positif, c'est si un jour le marché parvient à casser la résistance. En tout cas, celui-ci voit ses supports bien réagir. Moi, ce qui m'avait marqué sur ces deux taux de change, c'est qu'il y a eu des baisses de taux en cet été de la part de la RBNZ et de la RBA. La devise a été payée, donc généralement c'est que ça n'a plus envie de baisser davantage. C'est que c'est intégré dans les cours. Je suis plus à l'aise avec du NZD USD que de l'AUD USD, parce que l'AUD USD reste couvert par cette oblique en place depuis 2013, que le marché a récemment tapé. Bon, là il y a une légère reprise, mais ça comprime. D'un point de vue directionnel, bon, je mettrai un peu le haut là quand même sur ce taux de change à court terme. En tout cas, tant qu'on se maintient sous cette oblique. USDK, toujours le même scénario que ce matin. Poursuite des conséquences de l'avalement haussier du 19 août pour aller chercher un 29,60. Alors qu'est-ce que c'est l'USD4 pour aller chercher un 29,60? Est-ce que c'est de l'USD qui monte ou du 4 qui baisse? Il y a de la vol sur le pétrole qui a fait 3 belles semaines. 3 belles semaines de reprise depuis les 40 $. Maintenant, le marché se pose la question de la communication de l'OPEP. Un jour oui, un jour non, à propos des quotas de production. C'est pas clair, c'est comme la Fed. Donc là, c'est probablement davantage le CAD qui est sous pression à l'ouverture de la session FX. Au-delà de ça, sans vous proposer quelque chose de directionnel, mais uniquement du court terme, j'ai l'avalement haussier sur un support qui avait déjà bien fonctionné début juin, toujours pour aller chercher la première extension à 1,2965 et j'irai vraiment pas au-delà, j'ai pas plus de visibilité. D'un point de vue directionnel, c'est vraiment sur l'euro GBP où j'ai quelque chose vraiment de majeur. Sur le reste, c'est pas grand, c'est vraiment pas des convictions fortes en tout cas elles sont pas très directionnelles. Alors il y a aussi l'Eurocad qui est intéressant. Ça a pris du temps celui-là, mais il a fini par bien se retourner. Bon, c'est assez similaire à l'USDCAD. Il y a de la volatilité sur le pétrole. Le CAD souffre un peu à court terme. Je vais en reparler du pétrole, c'est mon prochain point. Donc je finis avec l'Eurocad. Là c'est pareil, ça relance. Mais d'un point de vue technique, j'ai une préférence pour l'USDCAD par rapport au chandelier journalier de vendredi dernier. Allez, je passe rapidement sur le pétrole et je vais pas pouvoir poursuivre le point de marché très longtemps, donc j'accélère. Alors, le pétrole. Alors j'exagère en parlant de forte volatilité sur le prix du pétrole à l'ouverture de la semaine. Il faut voir une chose, ça fait 3 semaines qu'on monte. Techniquement, il y avait de quoi envisager cette hausse. Rappelez-vous, le marteau sur 40 $, terminologie japonaise de début
août, 50% de retracement de la jambe de hausse entre le 6 février et le 4 juin. Des cassures d'oblique, ça a bien performé. Ok, là on temporise légèrement. Ce qui a porté cette reprise du prix du pétrole, comme d'habitude, toujours les mots. On connaît ça pour les banques centrales, on le connaît de plus en plus en provenance de l'OPEP. Ça temporise légèrement là à court terme. Bon, je pense malgré tout que le prix du pétrole reviendra tester au moins ses plus hauts du 4 juin ou à proximité. Je ne suis pas derrière convaincu que ça passera. On peut durablement rester aux alentours des 50 $. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques cassures techniques. Bon, là, ça temporise un peu. Léger reflux. Je vais mettre en données journalières. Voilà, c'est ça qu'on a sous nos pieds. Et là, vous avez, je vais l'ajuster en daily, l'oblique qui avait été dépassé. Attendez, je l'ajuste proprement. Voilà, hop. Et là, on temporise un peu, mais voilà, les moyennes mobiles changent de direction. On a repris ici la M20 semaines, moyenne mobile à 20 semaines, que le marché avait brisé. Mais c'est pas un signal de vente dans le sens où elle avait conservé sa direction ascendante. On l'a reprise finalement. Bon, j'ai un peu des difficultés là parce que je vous en avais parlé avant de partir la semaine dernière. On se retrouve très très haut. Au niveau actuel des cours, je ne peux pas vous proposer une stratégie quelconque sur ce marché. Hein. D'ailleurs, à la base, elle était limitée. Ma stratégie, c'était revoir 44,50. Il s'avère qu'on a dépassé toutes ces obliques. On approche d'une zone de risque, hein, cette zone de résistance. Cependant, on peut quand même envisager que le marché aille la retester. Avec, comme d'habitude, ces rumeurs autour de ce que sera amené à faire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Bon, l'once d'or, il y a un support à 1330. Ok, tout le monde l'a vu, c'est un support horizontal qui agit. Moi je vois plutôt une conso triangulaire, on est en plein milieu, c'est sans tendance et j'ai vraiment pas de conviction en faveur d'une reprise imminente de la hausse de l'once d'or. Le range peut durer encore un certain temps. Il y a le temps, déjà d'un point de vue graphique, il y a le temps. Si on part du principe qu'on a un triangle, l'apex c'est fin septembre, on n'a vraiment même pas fait la moitié du chemin de la pattern, ça peut durer. Il n'y a pas de dynamique actuellement sur l'once d'or. Les indices de vol sont tout en bas. Les métaux précieux n'ont pas vu leur dynamique haussière de l'année, qui est une vraie dynamique, hein, redémarrer. Et donc je termine sur les indices, qui étaient donc la quatrième partie de ce point de marché. Alors les indices, ça va dépendre en grande partie Wall Street. Je me pose des questions sur Wall Street, qui temporise, qui temporise, qui temporise. Prenez l'indice S&P 500 depuis le 5 août. Voilà le type de chandelier que le marché nous sert. On ne fait pas de nouveau plus haut, mais il y a régulièrement des mèches basses. Sauf que voilà, on se fait peur en séance. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que nous fait aujourd'hui l'indice S&P 500? Est-ce qu'il va la briser à la MM 20 jours? Franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, à chaque clôture de la session US, le marché a préservé son premier support. Hein. Je prends tous les chandeliers depuis le 8 août. À chaque fois qu'on a tenté de briser le support, on a clôturé tout en haut la séance. L'US 30, lui aussi, a tenté à plusieurs reprises de casser sa moyenne mobile à 20 jours pour finalement la reprendre, malgré tout. Je dois quand même admettre une chose. Il y a l'esprit de divergence baissière, des figures de compression. Donc, mal à l'aise par rapport au positionnement actuel des marchés actions US. Certes, baissier pour autant, franchement, vu la tendance de fond que je vais éviter. Les indices européens ont empilé 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de hausse, souffrent depuis une semaine du secteur bancaire comme d'habitude, sont volatiles. Le DAX en weekly chart, je vais me mettre en plein écran, et puis je vais être transparent. Voilà, attendez, j'ai perdu mon chart. Je vais être transparent aussi sur ce que j'ai dit ce matin parce que j'ai quand même une grosse invalidation sur ma lecture intraday proposée ce matin sur les indices européens. Laissez-moi juste recharger mes charts et c'est parti. Hop. Voilà. J'ai juste perdu mes graphiques, 1000 excuses et j'arrive. Donc là, je dis pas que c'est évident, hein, mais franchement, je suis le premier à reconnaître. Alors, sur les indices européens, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On doit encore probablement consolider cette jambe de hausse. Le DAX a donné des signaux positifs ce matin, je vous ai livré ce point de vue-là. Le DAX en weekly, c'est pas mal, c'est intéressant ce qu'il nous a fait, mais ça a toujours manqué de volume. Le CAC en weekly, c'est juste moche. Voilà, ok. Sous l'oblique, MM 20 semaines, MM 50 semaines, mais attention, on lui a retiré les dividendes à celui-là.
Et ça a détaché au printemps. Donc techniquement, c'est pas évident là de l'interpréter durant l'été. Mais au-dessus de la 20 semaines, 4350, j'éviterai d'être agressivement baissier. Le Eurostoxx 50, bon, je dois quand même admettre une chose. La semaine dernière, on a un avalement baissier qui vient neutraliser la belle première semaine du mois d'août. Mais cette première semaine du mois d'août, elle a été portée par les banques. Et la seconde semaine, elles sont à nouveau vendues. Le marché n'y voit pas clair sur ces banques européennes. Donc, mais en même temps, la semaine est longue, c'est un chandelier weekly. Ça fait depuis mi-juillet qu'on défend la MM 20 semaines. Je suis face à une difficulté qui est la suivante. Le GR30 en weekly, c'est beau. L'Eurostoxx 50, incertain. Le CAC, c'est moche. Comment avoir une vision limpide des choses dans ces conditions? Le GR30 défend toujours, mais c'est compliqué, 10 480, 10 500. Bon, il y a eu un trou d'air, une mèche basse, déstabilisante, et ça c'est une réalité pour des positions de trading, pour la gestion du risque. Moi ce matin j'avais envisagé que la MM20H4 tienne invalidation totale, le marché l'a pulvérisé, il est passé en dessous. Donc de toute façon, là je suis out par rapport à ce que j'envisageais ce matin. J'avais dit deux choses, qu'il y avait une dynamique positive, mais qu'on travaillait, et j'avais fait ça exactement. Je suis passé en cours de clôture, et j'avais bien précisé qu'on était sous la résistance. Mais je ne voulais pas la vendre. J'avais dit la chose suivante, hein, pour être transparent. De toute façon, les émissions sont enregistrées, vous pouvez les retrouver. Je n'étais pas vendeur de la résistance. Bon, bah, elle a été shortée et massivement shortée. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, pour autant, je ne pense pas qu'on est là le point de départ d'une chute des marchés actions européens, mais plus une phase de pause volatile qui malmène les stratégies intraday. Voilà, c'est ce que je pense pour le moment. Si je repasse en données journalières ici sur le GR30, ça reste la vision des choses que j'ai. On consolide. MM 20 jours. Bon, c'est. On est depuis le 15 août dans cette phase de prise de conso, sans volume, sans rien. Bon, non, franchement, j'éviterais d'être agressivement vendeur. Mais en même temps, il ne faut pas non plus céder à l'euphorie haussière, après 20% de hausse. Bon, on verra pour les indices US, méfiez-vous, hein, les indices US ont tendance à être payés sur support, surtout lorsqu'on croit qu'ils vont casser les supports. Donc là, le SP500 est proche d'un support. Prenez l'oblique ascendante depuis le 2 août, on est proche d'un support. Lui, il faut qu'il tienne. Forcément, si Wall Street venait à céder, ce serait compliqué pour les marchés actions, européens. Voilà, je dois. Alors, j'ai lu les questions au passage. D'ailleurs, je poste tous les commentaires. J'ai tenté de répondre à peu près aux actifs que vous avez précisés dans la section commentaires. Euh, et j'ai essayé d'être transparent sur les scénarios, les incertitudes, les vues de marché proposées ce matin, qui est là pour le coup, pour la mienne sur le GR30, 100% invalidé. Mais je ne lâche pas la position de fond, qui consiste à dire que la belle dynamique que l'on connaît depuis le début de l'été n'a probablement pas trouvé son terme. Merci de votre fidélité et de vos questions. Continuez de discuter entre vous et de partager vos opinions sur notre groupe Facebook. Allez-y. Bientôt 1000 membres, c'est votre espace, donc partagez votre charte. Quant à moi, je vous retrouve plus tard, ici même. Bonne fin d'après-midi à tous